Nous appelons l'ensemble des citoyens français, salariés, intérimaires, fonctionnaires, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, agriculteurs, chômeurs, retraités, professions libérales, étudiants, lycéens, artistes, intellectuels, à se mobiliser pour construire à compter du 5 février 2019 la grève générale illimitée. Déjà, vous m'avez rendu la fierté d'être français. La stratégie de communication du gouvernement, c'était que surtout le mouvement ne passe pas 2018. C'est ça qui avait été décidé. Ils ont mis en scène les violences. Ensuite, ils ont pris des faits divers, un homophobe, un antisémite, pour essayer de décourager les gens. Ensuite, ils nous ont expliqué avec les annonces Macron que c'était le grand virage social et que ça y est, la politique allait bénéficier à nous tous ici. Et puis ensuite, ils se sont basés sur les fêtes de Noël pour nous dire, vous voyez, le mouvement s'essouffle. Et puis même, ils en parlaient au passé pour nous dire que c'était terminé. Malheureusement pour eux, depuis le mois de janvier 2019, tout a été relancé. Le 5 janvier, la première fois, et nous avions adressé un signal extrêmement fort et ils ont compris que le mouvement ne s'arrêtait pas, que le mouvement allait repartir de plus belle. Et ce qui s'est passé samedi dernier est incroyable parce que nous étions encore au moins 2 fois plus nombreux. Maintenant, plus rien ne pourra nous arrêter. Ce qui va se passer, c'est que tout le monde est à l'esprit. C'est que le souverain dans ce pays, c'est pas le Premier ministre, c'est pas le Président de la République, c'est le peuple. C'est quoi ton prénom? Vous estimez que les Gilets jaunes, ils doivent basculer de l'autre côté et faire de la politique? Moi, je crois que la question, elle est très prématurée aujourd'hui. Je crois qu'en réalité, aujourd'hui, on est dans l'action avec l'idée d'obtenir des mesures concrètes pour améliorer la vie des gens de manière immédiate. Or, aller au Parlement européen, je ne vois pas bien l'intérêt puisque ce Parlement n'a aucun pouvoir pour légiférer et prendre des mesures concrètes. Donc vous dites que la question est prématurée, mais vous y répondez quand même déjà, c'est-à-dire que vous estimez quand même que c'est pas votre place. Je pense que la question de la structuration politique du mouvement se posera en temps voulu, c'est-à-dire, je pense plutôt lors d'élections nationales qui pourront permettre effectivement d'impacter la vie des gens. Je dis bien la question se posera. Oui, mais et pourtant, l'Europe, elle est quand même aussi au cœur des questions que vous posez, notamment au départ, parmi les revendications, la question des taxes écolo, la question de la transition. Tout cela, c'est des questions qui sont souvent, auxquelles les réponses sont souvent apportées au niveau européen. Ah mais vous avez tout à fait raison. Une grosse partie du problème aujourd'hui de notre politique, c'est le cadre européen qui nous contraint dans une politique économique d'austérité. Pour autant, c'est pas au Parlement, encore une fois, européen que ces choses-là se décident. Levavasseur, tête de liste. Comment est-ce que vous accueillez cette annonce ? Oui, bonjour. Écoutez, je crois que c'est une grave erreur, cette liste Gilets jaunes aux élections européennes, parce qu'en réalité, le Parlement européen n'a strictement aucun pouvoir pour améliorer concrètement la vie des gens, si bien que cette initiative s'inscrit en contradiction totale avec les objectifs du mouvement des Gilets jaunes, qui entend obtenir des avancées concrètes et immédiates. Et puis, ça constitue en outre un grave piège, en réalité, dans lequel tombent les personnes qui se présentent sur cette liste aux élections européennes, parce que nous savons fort bien que cette liste va affaiblir les partis d'opposition et renforcer au contraire le parti de la majorité. Donc quand vous avez une mobilisation sociale, une révolte qui conteste la politique menée par le pouvoir exécutif, il me semble qu'une manœuvre qui va venir le renforcer est une erreur stratégique fondamentale. Sur Twitter, Nicolas Dupont-Aignan évoque Bernard Tapie derrière cette liste. Est-ce que c'est vrai? Quelle place pourrait avoir selon vous l'ancien ministre de la Ville? Écoutez, ça, je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas pour habitude de m'exprimer quand je n'ai pas de preuves et quand il n'y a pas de faits clairement établis. Ce que je peux ajouter sur cette initiative de liste aux européennes, c'est qu'elle est tout à fait antidémocratique, ce qui est un comble quand le mouvement des Gilets jaunes revendique le référendum d'initiative citoyenne. Il est quand même tout à fait singulier que certaines personnes qui prennent cette initiative, alors que la quasi-unanimité des Gilets jaunes est contre une liste Gilets jaunes aux européennes. On peut parler de division alors, d'après ce que vous dites, au niveau des Gilets jaunes, entre d'un côté ceux qui souhaitent participer aux élections européennes et de l'autre côté ceux qui ne veulent pas, ceux qui préfèrent peut-être manifester le samedi, non? Alors, je ne crois pas qu'il y ait de division. En réalité, vous avez, comme je le disais, une quasi-unanimité des Gilets jaunes qui ne souhaitent pas de liste Gilets jaunes aux élections européennes, si bien que les personnes qui ont pris cette initiative, de fait, ne sont plus Gilets jaunes aujourd'hui, se sont exclus du mouvement et ne représentent plus qu'eux-mêmes, mais c'est certainement pas le mouvement des Gilets jaunes. Et est-ce qu'il y a un engouement chez vous en Seine-Maritime des Gilets jaunes pour les européennes? Non, absolument pas. Je reçois, moi, des messages, au contraire, à la suite du communiqué
que j'ai établi aujourd'hui sur ma page Facebook, j'ai reçu que des réponses de soutien et qui m'encouragent effectivement à garder cette ligne parce que telle est la volonté des Gilets jaunes. Le référendum d'initiative citoyenne, est-ce que Emmanuel Macron a entrouvert la porte? Il a entrouvert la porte. Il a dit attention, il ne s'agit pas d'organiser une compétition des démocraties. La démocratie directe d'un côté avec des référendums et puis de l'autre côté la démocratie représentative par les députés et les autres élus. Il faut que l'expression citoyenne soit plus ouverte, qu'on consulte plus souvent les citoyens, mais il faut trouver des formes qui ne créent pas la destruction de la démocratie représentative par la démocratie directe. C'est-à-dire pas de référendum révocatoire et pas de référendum qui pourrait, à l'initiative des citoyens, détruire au mois de mai la loi qui aurait été votée au mois de février. Ça, non, il ferme la porte. En revanche, il explique bien qu'il faut en effet faire respirer la démocratie, sinon elle est contestée. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Et puis il prend un exemple dans l'actualité pour montrer que le référendum, ça n'a pas réponse à tout, c'est le Brexit. Le Brexit, c'est un référendum et ce référendum emmène maintenant dans une impasse politique. Que préconisez-vous pour la suite du mouvement, du coup, dans ces conditions? Alors, je voudrais juste dire un mot du coup du référendum citoyen, parce qu'on a donc la confirmation de ce que le président de la République a d'ores et déjà verrouillé le débat, écarte ce qui constitue justement les revendications des Gilets jaunes, c'est le référendum révocatoire, c'est la possibilité pour le peuple... Révocatoire, c'est pas tous les Gilets jaunes, c'est l'extrême gauche, c'est Mélenchon, l'extrême gauche. Il y a des Gilets jaunes qui disent non, il faut des référendums d'initiative citoyenne, mais pas forcément le référendum d'initiative citoyenne, dans l'esprit de tous les Gilets jaunes, il est très clair, il est composé de 4 types de référendums, c'est le référendum constituant, le référendum pour proposer une loi, le référendum pour pouvoir en abroger une et le référendum révocatoire. Ce sont les 4 types de référendums. Le deuxième sera sans doute accepté. Le premier, il existe déjà, c'est l'article 89, l'article 11. On peut les moderniser. Il n'y a aucun référendum qui soit uniquement à l'initiative du peuple. Il y a toujours des garde-fous et la nécessité que les parlementaires interviennent. Et c'est ce dont les Gilets jaunes ne veulent plus parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été trahis depuis 40 ans par leurs représentants. Donc le mouvement va continuer, une nouvelle mobilisation? Mais bien sûr, tant que le gouvernement n'apportera pas de réponse politique et n'accueillera pas les revendications des Gilets jaunes, la détermination sera intacte et les gens vont continuer à se mobiliser. Alors, racontez-nous votre proposition. Vous, ça concerne le SMIC. Oui, alors en fait, je vais essayer de prendre un peu de recul parce qu'on nous explique que tout est contraint par la dette publique et les déficits. Oui. En fait, nous sommes depuis des années dans un paradoxe. Chaque année, la richesse que nous produisons dans notre pays augmente, puisque nous avons de la croissance. Certes faible, mais elle augmente. Les impôts, eux, pour la classe moyenne, ne baissent jamais. Ils ont plutôt même une petite tendance à augmenter d'année en année. Et nous sommes donc toujours en déficit. Mais où va l'argent? Où va l'argent de l'État, qui est collecté par l'État aujourd'hui? Alors, moi, je vais vous donner des chiffres. Les dispositifs fiscaux qui ont été adoptés par le quinquennat Macron, c'est la réforme de l'ISF, la flat tax, l'exit tax et le CICE, ça coûte 30 milliards par an. Les intérêts de la dette publique, c'est 40 milliards par an. L'évasion fiscale, c'est 80 à 100 milliards par an. C'est-à-dire qu'on est à 150 ou 170 milliards par an. Vous savez quel est le budget de recettes de l'État? C'est 240 milliards. Ça veut dire ce qui va dans la poche des 1, voire des 0,1% les plus riches, c'est quasiment 3/4 du budget des recettes de l'État. On en est là aujourd'hui. D'accord, vous êtes une classe moyenne. Hein, oui, bien sûr. Voilà. Je fais partie effectivement de la classe moyenne, peut-être même CSP+. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, les gens en ont ras-le-bol de supporter sur leurs épaules tout le poids de l'impôt pour constater quoi? Qu'en contrepartie, tous les services publics du pays sont en train de s'effondrer. Et on est en train de parler de la santé, de la justice, de l'éducation et de la police. Donc il faut absolument que l'argent qui est collecté par l'État servent les services publics et servent les gens en général. J'ai 2 propositions. La première, c'est sur l'évasion fiscale. Elle est très simple. Nous avons fait les peines planchers pour les délinquants et notamment les délinquants des cités. Faisons les peines planchers pour les fraudeurs fiscaux. Qu'ils sachent que s'ils sont pris la main dans le pot de confiture, l'issue, ce sera la peine de prison. Et donc pour ça, il faut fixer au moins 3 ans parce que jusqu'à 2 ans, c'est aménageable. Première proposition. Alors, oui, il a raison. C'est quoi pour vous le fraudeur fiscal? Vous avez une distinction à opérer entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale. Sauf que vous avez aujourd'hui des dispositifs qui contournent allègrement la loi. Vous avez par exemple des sociétés... Les gros, exactement. Les gros, ils montent des sociétés offshore dans les paradis fiscaux, etc. Donc ça, c'est de la fraude. Peine de prison. Ça, c'est de la fraude. Les sociétés offshore, tout ça, bien sûr. Oui. Exactement. Donc pour vous, ça, ce serait peine de prison. Quand vous avez un SDF qui pique un paquet de gâteaux ou une banane dans un supermarché, il prend une peine de prison. Alors, ça, c'est la première. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a, le gars qui fait ça? Il n'a rien, on a vu Cahuzac, il a pris 2 ans, et donc c'est aménageable, il ne fera pas de prison. Voilà. François Boulot, comment prenez-vous l'avertissement adressé par le ministre de l'Intérieur à ceux qui manifesteront demain? Alors nous en sommes donc là dans notre pays.
La liberté d'expression existe-t-elle encore aujourd'hui? Je rappelle que c'est une liberté fondamentale. Je crois que les propos du ministre de l'Intérieur sont tout à fait irresponsables. Je crois qu'il est temps que le gouvernement entende qu'il faut qu'il arrête de se placer exclusivement sur le terrain répressif. Il est temps désormais d'apporter des réponses politiques en apportant enfin un changement de cap dont le pays a besoin. Ce serait bizarre de ne pas avoir un message du ministre de l'Intérieur après autant de journées de violence. Et quelle violence, hein. Il y a une montée de la radicalisation chez certains gilets jaunes, vous le notez comme moi. Oui, à qui la faute? Qui, depuis le début du mouvement, n'a pas eu une seule parole apaisante et un mot d'empathie pour tous ces blessés graves qui ont été éborgnés au flashball ou mutilés à la grenade désencerclante? Et qui également n'a pas condamné les dérives individuelles de certains policiers? Qui n'a pas non plus, comment dirais-je, indiqué et qui a prononcé les mots, sur la foule haineuse et sur les agitateurs. Je crois que le gouvernement et le président de la République n'ont cessé de jeter de l'huile sur le feu, alimentant le climat de colère aujourd'hui que nous connaissons dans notre pays, alimentant le climat de tension. Comme je vous le disais, cessons de se situer sur le terrain répressif. Il faut apporter un changement de cap politique. Aujourd'hui, les revendications des Gilets jaunes, elles sont particulièrement claires et il est donc temps que le président de la République et le gouvernement les entendent enfin. À propos des mots, quels sont ceux que vous employez à propos de certains Gilets jaunes qui s'en prennent samedi après samedi aux forces de l'ordre? On a vu, il n'y avait pas que lui, mais cet ex-boxeur qui s'en est pris à des forces de l'ordre de manière extrêmement violente la semaine dernière sur la passerelle Senghor à Paris. Moi, je déplore toutes les violences. Mais encore une fois, vous avez un gouvernement qui ne cesse d'alimenter le climat de tension. Il y a toujours un oui, je condamne, mais. Il y a toujours un mais dans votre propos. Oui, bien sûr, parce qu'il faut toujours remonter à l'origine du mal. Qui sont les provocateurs de toute violence? Pourquoi? Mais ça voudrait dire que ces violences sont excusables? Non, je ne parle pas d'excuser, je parle de comprendre. Vous savez, Spinoza disait « ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre ». Et il faut comprendre aujourd'hui, regarder en face pourquoi nous avons de la violence dans notre pays. Nous en avons parce que... Donc certaines violences sont compréhensibles. Il faut les comprendre, il faut les regarder en face sans les excuser. Je crois que c'est notamment le sens de la cagnotte qui avait été fait pour Christophe Détinger. Les gens n'excusent pas la violence à l'égard d'un policier. En revanche, ils comprennent. Ils comprennent cet acte d'un homme qui a dégoupillé lors d'une manifestation sous l'effet de la colère parce que je crois sa femme avait été gazée. Et par conséquent, les gens ont montré un acte de solidarité. Vous auriez pu vous alimenter, peut-être l'avez-vous fait d'ailleurs, cette cagnotte? Non, alors non, je ne l'ai pas fait, mais effectivement, moi, je comprends en tout cas l'acte de Christophe Détinger sans l'excuser. Et d'ailleurs, Christophe Détinger s'en est expliqué sur une vidéo en disant qu'il assumait ses responsabilités. Vous vous demandiez tout à l'heure, est-on encore en démocratie? Oui. En réaction aux propos du ministre de l'Intérieur, oui. Est-on aussi encore en démocratie lorsque l'on voit ces images-là d'un homme s'en prenant de telle manière aux forces de l'ordre? Ça n'a pas l'air de vous choquer outre mesure? Mais si, bien sûr, vous savez, moi je déplore le lynchage des policiers, tout comme je déplore les blessés extrêmement graves, comme je vous le disais, parmi les manifestants des Gilets jaunes. Mais pour apaiser aujourd'hui la situation, vous avez besoin que ceux qui portent la parole institutionnelle, le président de la République et le gouvernement, décrivent la réalité dans son ensemble, c'est-à-dire mot d'empathie pour les blessés, condamnation des dérives individuelles de policiers, soutien aux institutions des forces de l'ordre. Tout ça pourquoi? Pour tenter de réconcilier notre peuple avec ses policiers et ses gendarmes. C'est pas nous qui avons les moyens. C'est les Gilets jaunes qui peuvent dire on fait une pause s'ils sont raisonnables ou pas. On va l'écouter. Je suis pas sûr qu'ils en ont boulot. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer de répondre. Déjà, de répondre à monsieur le député Kettel. Vous avez dit effectivement, et là nous sommes d'accord, ça ne date pas de 18 mois. Ça fait 40 ans que la politique qui est menée est catastrophique, mais je dirais que vous, la majorité En Marche, a réussi la prouesse de faire pire qu'avant. Oui, d'accord. Okay. Pour ce qui concerne le dialogue, je veux dire, j'entends bien la petite musique du gouvernement qui consisterait à dire qu'il ne voudrait que dialoguer avec les Gilets jaunes, mais que malheureusement il n'y a pas de représentants et donc que le dialogue serait impossible. Sauf que, en réalité, il faut quand même bien avouer que le dialogue à la matraque ou au flashball a rarement été réussi. Parce que si publiquement le gouvernement dit qu'il veut dialoguer, moi je suis sur le terrain avec les Gilets jaunes et je peux vous dire que les ordres sont donnés aux préfets et aux forces de l'ordre pour aller déloger, frapper et gazer les manifestants. Et vous avez eu le nombre de blessés extraordinaires qu'il y a eu, blessés graves. Et non, je ne confonds rien du tout. Et le président de la République n'a d'ailleurs pas eu un mot. S'il voulait un mot pour tous ces blessés. S'il voulait
voulez apaiser, je pense que effectivement, il aurait fallu au moins avoir un mot d'empathie. La démonstration en est faite par un chiffre extrêmement éloquent. L'information vient du journal Challenge, qui n'est pas tout à fait le journal le plus communiste, qui nous indique qu'en 1996, les 500 familles les plus fortunées de France comptaient pour 6,7% dans le PIB français. En 2017, on est passé à 25%. Et en 2018, nous sommes passés à 30%. Je crois que la question qui se pose est celle de savoir si ces 500 familles les plus fortunées de France étaient malheureuses en 1996. Je crois que dans la nécessité d'une nouvelle répartition des richesses, c'est également la nécessité d'opérer la transition écologique qui est absolument impérieuse et urgente aujourd'hui. Et nous ne ferons pas la transition écologique sans une nouvelle répartition des richesses. Parce qu'en réalité, depuis 40 ans, on nous a expliqué que la richesse était constituée par un gâteau. Et que la seule manière de pouvoir améliorer la vie des gens était d'augmenter le gâteau. On nous expliquait qu'on ne pouvait pas changer la clé de répartition du gâteau. Donc vous aviez des très très riches qui prenaient caricaturalement la moitié du gâteau et puis tous les autres qui se partageaient le reste de la part. Aujourd'hui, nous savons, compte tenu des contraintes écologiques et des ressources de la planète, que nous ne pouvons plus nous permettre d'augmenter le gâteau parce que nos ressources sont finies et nous consommons d'ailleurs bien plus aujourd'hui que ce que la Terre n'est capable de reproduire. Si bien que la seule manière d'opérer la transition écologique aujourd'hui, qui soit soutenable, c'est de changer la clé de répartition des richesses et nous ne pourrons donc pas opérer la transition écologique sans modifier cette clé de répartition. Je crois que chacun aujourd'hui qui se sent soutien du mouvement des Gilets jaunes doit effectivement se mobiliser parce que nous sommes à un moment crucial. Il est temps aujourd'hui de se mobiliser et de faire des sacrifices pour un avenir meilleur demain. Et plus nous serons nombreux dans la rue, et moins la mobilisation aura besoin de durer. Parce que si nous avons un mouvement de grande ampleur demain, le pouvoir exécutif sera obligé de céder. Et enfin, nous allons pouvoir retrouver la maîtrise de nos vies.